Jim Mosley qui s'était fait payer un verre de pinard par François Den, et tout ça, ça se passait à 2 mètres de nous dans la raquette d'arrivée. C'est un truc qu'on n'a jamais revu à Cham parce que Kylian n'est jamais revenu dans le même état de forme. Et puis, c'était unique, quoi. Tout le monde en parle encore avec des frissons de cette édition. Et salut, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Trail Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Et j'espère que toutes les traileuses et les trailers, et ceux qui ne sont pas d'ailleurs, vont bien. Et juste avant de vous présenter le nouvel invité qui va suivre, je tenais à remercier toutes les personnes qui mettent des petits commentaires ou des 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast ou Spotify. Ça aide énormément le LTP à remonter dans les classements et c'est toujours bon pour la visibilité et pour que la communauté du LTP grandisse et grandisse encore. Donc merci à toutes et à tous. N'hésitez pas, si vous souhaitez également soutenir le LTP, à nous rejoindre dans la communauté des Patreons sur patreon.com/Let's Try le podcast. Allez, passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de m'entretenir avec le créateur de Peigné Vertical. Ce nom, issu d'un blog de course à pied et de montagne lancé en 2009, est désormais celui de l'agence dont il est le fondateur et directeur créatif depuis 2015. Cet amoureux des sports outdoor et pratiquant des sports d'endurance, et plus particulièrement l'ultra-trail, s'est jeté à corps perdu dans sa passion afin de devenir photographe, réalisateur et créateur de projets après avoir travaillé dans l'industrie du sport outdoor et en agence de marketing digital. Pour cet épisode, j'ai souhaité comprendre plus précisément les particularités du monde de la création d'images dans ce milieu des sports outdoor et de ce qui peut faire la différence à l'heure où les réalisateurs et professionnels se font de plus en plus nombreux. Nous aborderons également la manière dont il vit au sein de la communauté des trailers élites ou non, des satisfactions qu'il tire de son activité passion, mais nous aborderons également des aspects plus complexes de cette activité. Je ne souhaite pas vous faire patienter plus longtemps. Voici ma conversation avec Timothée Nallet. Salut Timothée, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Comment vas-tu ? Salut Nicolas, écoute, ça va super bien. Merci à toi de m'accueillir. Eh bien, c'est avec plaisir. Je remercie dans un premier temps Hermano qui nous a mis en relation, Hermano du podcast Nakan et Devenir Triathlète, qu'on salue. Timothée, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs ? Alors moi je suis un trentenaire sportif, entrepreneur, un jeune papa aussi. Donc je fais du trail depuis, ça commence à faire un petit moment déjà, presque 15 ans. J'ai donc créé l'agence Peigné Vertical en 2015. Avant ça, j'ai été auto-entrepreneur, photographe pendant quelques années. Et en fait, si je rembobine encore un petit peu, Peigné Vertical, donc ça a été créé en 2009 et c'était un blog de course à pied et de montagne. En fait, c'était à l'époque, je bricolais un petit peu en images et c'était une manière de partager mes images et auprès des copains, des internautes. Et puis, tout ça a un petit peu dérapé. Et aujourd'hui, Peigné Vertical, c'est une agence de 8 personnes. Ça a Et on dérapé, j'aime travaille bien le dans terme. plein de sports outdoor et dans le tourisme. Voilà, ça a un petit peu dérapé, exactement. Donc voilà, aujourd'hui, moi, ma vie de tous les jours, c'est du sport, de l'image, de la gestion d'entreprise et puis pas mal de montagne, forcément. Une belle activité dont on parlera plus précisément juste après, mais moi tu sais, Timothée, parce que a priori tu as écouté quelques épisodes, j'aime bien commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous situer un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi, ton environnement familial, géographique, et puis ce qu'était le sport pour toi enfant? Ouais, alors j'ai grandi pas du tout à la montagne. Ouais, Je suis assez fier parce qu'aujourd'hui, les gens croient que je suis originaire d'Annecy. Ce qui est une petite victoire parce que d'habitude, il faut avoir 2 ou 3 générations d'ancienneté pour que les gens commencent à y croire. Et en fait, je me suis tellement passionné pour la région depuis que je suis arrivé il y a 12 ans que maintenant j'ai presque l'air d'un local. Mais en fait, j'ai grandi à Montélimar et mon sport de base, c'est le tennis. J'ai beaucoup joué quand j'étais gamin, alors sans grand talent, on va pas se mentir. Mais j'aime toujours beaucoup ça. Et donc j'ai grandi dans une famille de 6 enfants. Donc j'ai 5 frères et sœurs, c'est quand même d'accord. assez atypique.
Et donc, grandi à Montélimar, dans le sud de la France. Il se passe pas grand-chose à Montélimar, à part qu'il y a beaucoup de vent et qu'il fait très chaud l'été et assez froid l'hiver, parce qu'il y a beaucoup de Mistral. Mais on voit les montagnes d'un petit peu loin, là, les montagnes du Vercors Mhm. dromoises, et Mhm. c'est peut-être ça qui m'a donné envie quand j'étais gamin. Mais en tout cas, après, j'allais souvent en Serre Chevalier faire du ski, et c'est peut-être ça qui m'a allumé un peu la flamme à l'époque. Un environnement sportif dans la famille, les frères, les sœurs, le sport était présent, la compétition aussi. Alors la compétition, pas trop, on nous l'avait pas trop inculqué gamin. Par contre, assez, ouais, le sport était assez présent, rando, VTT, vélo, on jouait beaucoup au tennis, mais pas à outrance, et en tout cas pas avec le degré d'intensité que je me suis mis au fil des années. Donc je sais pas si j'ai, en tout cas je suis pas sûr que ce soit dans le cercle familial que j'ai vraiment développé cet appétit pour le sport, Mhm. mais je l'ai plutôt découvert après, peut-être pendant mes études, et puis au fil des rencontres. Et je suis persuadé qu'aussi ça a été un petit peu un hasard en débarquant à Annecy il y a une douzaine d'années. Bah forcément, j'ai découvert aussi ce que c'était que le sport outdoor, et sous toutes ces déclinaisons entre les activités hiver et les activités été, en fait. D'accord. Dans l'adolescence, tout ça, au niveau, dans la période de début, post-adolescence aussi, tu te rêvais quoi? Ouf, ça je sais pas. J'ai fait, on dérape un peu peut-être sur la suite de ton entretien, mais j'ai fait une école de commerce, mais à l'époque, j'ai fait une prépa pour rentrer en école de commerce, et en fait, je m'étais inscrit dans cette prépa-là parce que mon frère m'avait dit qu'il y avait pas de bio, il y avait pas de physique-chimie. Alors, ça avait été mon seul critère de choix parce que j'aimais aucun des deux. Un choix par Et en défaut. fait, c'était pour donner une idée. C'est exactement ça, et ça donne une idée de quel point j'étais à peu près pas sûr du tout de mon avenir. Je pense que 3 mois avant le bac, on a passé le bac blanc, j'avais déjà pas la moyenne. Et puis finalement, tout ça, ça a plutôt bien roulé par la suite. Mais tout ça pour dire que j'avais pas de vision à long terme. Je me suis un peu laissé porter. La photo, c'est un peu arrivé par hasard, parce que pendant mon école, j'ai fait un stage chez Salomon, comme assistant à la com, et qu'en fait j'étais à l'organisation de tous les shootings photos. J'ai découvert ce milieu-là, j'ai rencontré des photographes, j'ai appris plein de trucs, et puis en fait c'est des méthodes et des trucs dont je me sers encore aujourd'hui dans mon boulot. Donc je dirais que mon parcours, il a été pas chaotique, mais en Atypique? tout cas il a été fait de rencontres et atypiques, voilà. Mhm. Et aujourd'hui, c'est sûr que je suis plus proche de ma formation en management, mais ça a mis un petit peu de temps à se dessiner. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ta formation professionnelle, de la faculté, etc. Et puis de tes premiers pas, je crois que tu as travaillé en agence de marketing, en agence web aussi. Ouais, effectivement, j'ai démarré. Bon, bah, j'ai passé mon bac, hein, comme tout le monde. J'ai fait une école de commerce à Grenoble, Grenoble École de Management. Et puis derrière, j'étais à peu près sûr, comme tous les étudiants qui sortent de cette école-là, que j'allais avoir un poste en marketing, en com, ou autre, quelque chose d'assez classique. Et j'avais pas du tout l'ambition de créer une boîte à l'époque, parce que il n'y avait pas d'entrepreneur dans ma famille. Mes parents sont médecins, et puis on nous avait jamais présenté cette voie-là particulièrement. Donc j'ai démarré effectivement en chef de projet, à la création d'un réseau social de course à pied qui s'appelait Good People Run, et qui avait été créé par Martin Gaffuri, et qui n'a pas spécialement éclos, on va dire, Mhm. qui s'est arrêté en 2014-2015. Moi, j'ai passé quelques mois, enfin deux petites années en agence web, ou plutôt en agence de marketing digital, à travailler pour des gros comptes du développement de sites web, mais comme en partie gestion de projet, hein, pas développeur. Et puis derrière, j'ai progressivement libéré mon temps de travail. J'avais une activité d'indépendant en photo vidéo qui était de plus en plus large. Et puis les courbes se sont inversées, et petit à petit, j'ai travaillé à temps plein sur Peigné Vertical,
j'ai créé la société en janvier 2015 et puis en juillet, je suis passé à temps plein sur Peignée Verticale et depuis, bah, ça a été à peu près un recrutement par an pour développer l'agence. Pour en revenir à la genèse de Peignée Verticale, déjà deux questions. Euh, Pourquoi Peignée Verticale? Alors moi je le sais parce que je suis allé sur le site internet et vous en parlez. Pourquoi Peignée Verticale? Et puis est-ce que tu peux nous Hmm. parler un petit peu de la genèse de la création de ce blog de course à pied initialement? En fait, à l'époque, je sais pas si tu te souviens, les gens, bah, tu te souviens peut-être pas si t'es pas originaire du milieu du trail, mais les gens mettaient leur récit de course sur un truc qui s'appelait Kikourou. Oui, Je crois que ça qui existe existe encore. encore, hein. C'était l'ancêtre des blogs en fait. C'était un forum. Ça fait des années que j'y suis pas allé. Je sais même pas à quoi ça ressemble aujourd'hui, mais C'est ça toujours générait un jaune. trafic dingue. Tu, tu mettais un lien sur Kikourou, tous les mecs allaient le voir, et puis il y avait les gars arrivés sur les courses avec les bœufs Kikourou et tout. Enfin, c'était la première vraie communauté de trail. Et bah, je traînais pas mal là-dessus parce qu'à l'époque c'était le seul endroit où tu trouvais des infos en fait sur les trails, des retours d'expérience. Il n'y avait pas accès à toute l'info qu'il y a aujourd'hui sur la moindre course, le moindre parcours. Et en fait, ça m'a donné l'idée de partager moi-même mes expériences et surtout, à l'époque, je commençais à bricoler un petit peu en photo. C'était une manière le Facebook n'était pas hyper développé non plus, donc c'était une manière de partager tout ça et de se faire connaître aussi dans la création d'images. Et c'est comme ça que ça a démarré. Alors pourquoi Peignée Verticale? C'est parce que j'ai démarré le trail avec mon beau-frère au printemps 2008 ou 9. Et en fait, il disait tout le temps, on va se mettre une peignée. Et on va se mettre une peignée, ça veut dire, en gros, on va faire un truc long et dur en montagne, Mhm. pour synthétiser. Et quand j'ai créé le blog, bah, tout simplement, je l'appelais Peignée Verticale. Alors, je pense que l'idée a germé dans ma tête en 2009, et le blog, je crois que le premier article est daté de février 2010. Et est-ce que tu sens à cette époque-là, qu'en 2009-2010, que le trail, ça va devenir ce que c'est devenu aujourd'hui? Tu sens qu'il y a un réel engouement pour cette pratique-là? Bah, à l'époque, c'est comme je te disais, sur une plateforme comme Kikourou, il y avait déjà énormément de monde. Bah, évidemment, il n'y avait pas Strava, il n'y avait pas Instagram. Enfin, non, il n'y avait pas Instagram. Mais il y avait déjà un frémissement, c'est clair. Il y avait à l'époque il y a la Kilian Quest qui avait déjà démarré. Kilian avait déjà gagné 2 fois l'UTMB. Il y avait Dawa Sherpa. Il y avait quand même des grands noms et des mecs assez charismatiques qui commençaient à émerger dans le milieu. On était sorti un peu de la bande d'illuminés qui faisait le tour du Mont Blanc avec un Mhm. sac à dos de 20 litres. Donc, tu sentais que clairement il se passait quelque chose. C'était aussi les premières années où Decathlon a vendu des produits de trail. Tout ça, ça se mettait en place. Alors, c'est clair que derrière, ça a explosé. Et en fait, je dirais pas que je suis arrivé dans la première vague. C'est un terme malheureusement pas à la mode. Je dirais qu'il y en a qui ont commencé en 2004-2005. Mhm. Moi, je suis arrivé un peu plus tard, 2007-2008, et en fait, c'est le moment où les courses ont explosé. Le moindre village créait son trail, il y en avait de partout. Et après, en fait, ça a eu tendance à baisser un petit peu parce qu'il y avait trop de courses, il y avait trop d'événements. Mais tu sentais oui, clairement que ça allait devenir hyper populaire. Et puis tout le monde voulait faire du trail. C'était le truc à la mode. Et puis d'ailleurs, après, le nombre de distances a explosé. Il y a eu un peu l'inflation du nombre de kilomètres et de difficultés. Mais à l'époque, déjà, ouais, on pouvait, on pouvait voir que ça allait prendre. Qu'est-ce qu'il y avait dans le blog Penny Vertical au début? C'était des récits de course, des photos? C'était plutôt axé quoi, sur l'artistique ou sur le récit? Eh ben, il y a toujours, parce que les articles sont toujours en ligne. D'accord. On n'en fait pas spécialement la pub parce qu'il n'y a pas une grande fierté sur tous, mais je l'ai conservé parce que c'est une part d'histoire de l'agence et Mhm. c'est marrant de se dire que c'est toujours en ligne. En fait, il y avait un petit peu de tout. Moi, j'ai toujours aimé écrire. D'ailleurs, ça m'arrive pour des clients de vendre du public reportage ou carrément on écrit des magazines pour certains clients. Donc cette partie écriture, elle est restée. Et puis de toute façon, dans l'image et la vidéo en particulier, on écrit des scénarios, on écrit des histoires. Enfin, notre métier, c'est ça aujourd'hui. Avant de faire des images, il faut déjà
il faut déjà écrire les histoires qui vont avec. Donc, c'était un espace d'expression aussi. J'avais beaucoup de récits de courses et j'aimais un peu rentrer dans les courses et essayer d'en retirer un peu des choses et revenir quelques semaines après sur un ultra. Il se passe tellement de choses dans un ultra que des fois on a envie de raconter tout ce qui nous est passé par la tête et les gens étaient assez demandeurs de ça aussi parce que ça leur permet de comprendre aussi pourquoi tu fais ça, la famille, les potes, et puis progressivement un cercle un petit peu plus élargi. Et c'était top de pouvoir partager parce qu'à l'époque, les gens mettaient des commentaires sur les articles de blog. Maintenant, j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je raconte ça. Déjà, le terme blog, Mais, déjà, mais ouais, c'est. voilà. En tout cas, il y avait cette volonté d'écrire, il y avait cette volonté de montrer des images. Et puis, forcément, comme tout blogueur qui se respecte, j'ai fait un peu de test produit, histoire d'avoir 3 paires de pompes gratuites. Et puis voilà, c'était à peu près tout pour la ligne éditoriale. Il n'y avait rien de très très réfléchi non plus. À cette époque-là, au tout début, tu avais déjà l'aspect vraiment photographie très développé sur le blog ou c'est venu un peu plus tard? Non, ça y était déjà. Après, honnêtement, je ne savais pas ce que j'allais en faire. Tout ça, ça s'est fait un petit peu par hasard. En 2009-2010, je sortais d'une année chez Salomon, donc à l'organisation des shoots photos, où je bossais avec les photographes pros, au recrutement des modèles, à la gestion, à la préparation des shootings et sur le terrain et tout ça, mais j'avais aucune idée que j'allais en faire mon métier. C'est arrivé un peu plus tard, 2012, 2013, j'ai continué à faire des images, je faisais ça pour le plaisir. Chaque fois que j'allais en voyage, je ramenais des tonnes d'images. Je, Chaque fois que j'étais en montagne ou autre. Et en fait, à l'époque, il y avait aussi moins de gens qui montraient des images, donc c'était un peu plus facile de sortir du lot. Mhm. Peut-être que si je faisais la même chose aujourd'hui, ça aurait pas fonctionné. Mais toujours est-il que l'idée, ouais, c'était d'en montrer le plus possible et de prendre plaisir à le partager aussi. Et j'ai un petit peu perdu le fil de la question Non, non, mais parce que c'est. je parle trop, mais Non, non, tu as tout à fait répondu. J'aimerais te poser la question, à quel moment tu sens que ça accélère Penny Vertical? Et c'est quoi? C'est juste avant de déposer la société ouais, mais du coup, j'ai retrouvé un peu le fil de Vas-y, la, vas-y. de la question précédente. Jusqu'à 2012-2013, ouais, c'est resté assez confidentiel. Et puis en fait, en 2013, j'ai un ami qui s'appelle Cyril Cointre qui m'a mis en relation avec Christophe Aubonnet chez Oka. Et puis on est parti une semaine faire un film en Sicile sur un volcan avec tous les membres du team à l'époque. Mais Oka, faut se mettre en tête que c'était une boîte qui faisait peut-être, je sais pas, entre 5 et 10 millions d'euros, là où maintenant c'est peut-être fois 100. On est parti une semaine et puis il y a des liens qui se sont créés. Et en fait, j'ai jamais quitté la marque depuis. D'accord? Et ça a été vraiment le coup d'envoi de l'activité pro parce qu'après, en 2014, j'ai bossé à mi-temps, mais en fait, je bossais tous les week-ends, tout le temps. Et à partir de 2015, en fait, j'ai gagné un appel d'offres photo qui me garantissait une cinquantaine de jours de travail. Et là, j'ai dit, bon, ben, c'est bon, c'est le coup d'envoi. Personne n'a la chance de pouvoir se lancer avec autant de sérénité. Donc, j'ai lâché mon boulot en agence web bon, c'était un boulot, quoi. Euh, et puis, je me suis lancé. Et puis, depuis, ça n'a jamais arrêté. Mais c'est vrai que l'accélérateur, ça a été 2013-2014, les premières années où j'ai fait beaucoup de choses, notamment avec Oka. Je suis allé au Grand Raid de la Réunion. On est allé à Madère. Il s'est passé plein de trucs et ça a vraiment ça a lancé les choses, ouais. Donc c'est au départ du travail exclusivement avec les marques qui t'ont sollicité pour leur produire des images, quoi. Ouais, les marques et puis de façon liée, il y avait quelques événements, des offices de tourisme, ce qui est encore le gros de nos clients en fait aujourd'hui. Et puis ces gens-là, après ça a été du bouche à oreille, hein, ça va assez vite. Donc je travaillais principalement avec Oka, et puis finalement certains athlètes du team ont eu des projets perso, m'ont contacté, il y a eu certains m'ont mis en relation avec des courses, enfin tout ça, ça a fait un peu effet boule de neige, et puis c'est parti comme ça. Après, ça s'est un peu structuré, ça s'est développé dans d'autres domaines, mais le point de départ, il était là, ouais. C'était vraiment la rencontre avec la marque
qui m'a fait me dire, tiens, mais en fait, il y a des gens qui sont, enfin, c'est leur entreprise, c'est leur métier, et puis ils te font confiance pour assurer leur com. Donc ça, c'était intéressant parce que c'était jamais arrivé avant. Avant, c'était, on me tapait sur l'épaule et on me disait, c'est bien ce que tu fais. Mais après, il y a eu un jour où ça a basculé. Ouais. Ouais, tu as pris conscience qu'il y avait un réel besoin des marques notamment. Quels étaient les principales photographes qu'il y avait dans le milieu à l'époque? Il y avait Alexis, il y avait David, Alexis Berg, David Gontier, ou il y avait Alors vous étiez nombreux? Alexis et David n'étaient pas là encore. Mhm, Alexis, je pense qu'il a émergé en 2014-2015, je dirais. Il faudrait mhm. revoir un peu les premières images qu'il a faites. Mais Alexis, de mémoire, il a fait les premières années j'allais dire du Freeride World Tour maintenant, de l'Ultra Trail World Tour, parce que Mhm. c'est le sujet. Et en fait, il a fait toutes les courses du World Tour comme photographe, et c'est ça qui lui a permis de se faire connaître, parce il a beaucoup, beaucoup shooté pendant 2 ans. Bah, d'ailleurs, il a sorti son livre Grand Trail, si je me trompe pas, et je sais pas si tu l'as déjà invité ou s'il Ouais, pourra t'en parler ouais. un jour. Mais en tout cas, c'est parti de là pour lui, et donc c'était un peu plus tard. Non, à l'époque, les photographes qui étaient déjà là, il y avait Damien Rousseau qui shootait beaucoup pour Salomon. Il y avait, euh, il y avait Jordi Saragossa qui était aussi chez Salomon. Mhm. Il y en avait plein des photographes, mais des gens qui sont encore là aujourd'hui, c'était eux, c'était Jordi, c'était Damien. Ça, c'était vraiment pour la partie trail. Après, dans l'outdoor, il y a eu plein d'autres photographes. Mais à l'époque, c'était, on va dire, début des années 2010, il y avait Salomon qui faisait des images, et c'est tout en fait. Hein. Mhm. Le reste, c'était quand même assez réduit. Peut-être North Face, mais qui travaillait quand même essentiellement avec des photographes américains. En France, ouais, c'était surtout Salomon qui faisait des images. Après maintenant, Ouais. forcément, quand on regarde le marché, Mhm. quand on regarde le marché actuel, forcément, c'est impressionnant parce que toutes les marques font du contenu avec plein de genres différents. Mhm. Mais bon, il y avait de la place, mais il y en a toujours. C'est ce dont on a parlé récemment, où on a évoqué à plusieurs reprises, mais aujourd'hui les marques font elles-mêmes leur contenu, enfin du moins en passant par des agences comme vous, mais elles proposent leur contenu directement, et du coup ça vous fait des opportunités pour aller faire des shootings, pour aller créer de plus en plus, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui vous proposez des petits films, des petits, voilà, et ça vous crée de belles opportunités, quoi. Bien sûr, et puis les marques, comme dans tous les milieux, mais elles ont plus de collections qu'avant, elles ont plus de moyens qu'avant aussi, parce que forcément le marché a grossi. Donc en fait, ce milieu-là, il a rien à voir par rapport à ce que c'était il y a encore quelques années. Mais bon, c'est comme tout, ça a grossi. Après, est-ce que ça perdurera et combien d'années, est-ce que le trail continuera à grossir? Je sais pas, je pense que c'est un sport qui est arrivé à maturité, et c'est intéressant d'ailleurs. J'ai l'impression que depuis quelques années, les choses se tassent un peu et qu'il y a beaucoup moins de croissance qu'avant. Et c'est pas plus mal finalement. Le but, c'était peut-être pas d'aller faire courir 200 000 personnes le même week-end autour du Mont Blanc. En tout C'est cas, clair. c'est pas ce que recherchent les pratiquants, je pense pas. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le tableau de la proportionnalité entre projets de marque, projets pour les offices du tourisme, etc. Que vous faites aussi des projets en propre, il me semble, ou alors des projets directement avec des Ouais, athlètes. on en fait un petit peu. C'est difficile de te donner des chiffres exacts parce que moi-même je les connais pas vraiment. En tout cas pas de manière très précise. Je dirais que c'est du 80-20. Aujourd'hui on a beaucoup de projets hors sport qui sont au moins 30 ou 40% de notre activité parce que bah, quand on a pris 2 années Covid, forcément on cherche un peu d'autres horizons, et que le sport pendant 2 ans ça a été complexe, surtout la partie événementielle qui, même si on bosse assez peu en direct avec des événements, ça rejaillit en fait sur notre activité puisque les marques nous sollicitent pour aller sur des événements et suivre des athlètes. Mhm. Donc en fait, on a aussi diversifié, on travaille dans d'autres domaines de l'industrie au sens large. Mais pour la partie, disons, marque, office de tourisme et tout, je dirais ouais, un 80-20 entre les projets qu'on fait pour nous et les projets qu'on fait, les projets on va dire commerciaux. On sort environ un docu par an. Ça peut être un docu qui va de 13 minutes à 52 si on prend les formats un peu standards de la télé, qui ont plus rien
d'évident parce que voilà, nos docus ils passent pas en télé. Par contre, donc en 2019, juste avant le Covid, on a fait un docu de presque 1 heure sur la Via Alpina de Guillaume Artus. Je ne sais pas si c'est Ouais. un sujet qui te parle. Ah ouais. Guillaume, il a traversé les Alpes en 45 jours en faisant 2500 bornes. Et lui, on l'a suivi tout le long et on a fait un beau film. Cette année, on sort un petit docu de 30 minutes sur une semaine de vélo entre potes dans le Massif central. On en a fait un sur le Norseman il y a quelques années. Voilà, tous les ans, on se réserve au moins un petit projet, enfin petit ou gros, parce qu'un docu de 30 minutes, c'est quand même Ouais, quasiment 40 jours de c'est pas travail. rien. Mais non, mais on se réserve un projet, voilà, plus vitrine, on va dire, pour l'agence et un projet sur lequel je ne veux pas le qualifier de projet passion parce que ça aurait pas de sens parce qu'on y met la même ferveur que dans d'autres projets. C'est en tout cas un projet sur lequel on a carte blanche et on est complètement maître de son produit. Et ça, de temps en temps, c'est cool aussi parce que ça permet de booster la créativité, de montrer d'autres choses et de progresser aussi et d'aller chercher d'autres modes de tournage, d'autres façons de raconter des histoires et de pas s'enfermer dans un processus commercial où on ferait toujours la même chose. C'est quoi aujourd'hui Peigné Vertical, est composé de combien de personnes quel est un peu le type l'organisation de la société? Aujourd'hui, on est 7 personnes. On a donc, je premier, même si ça se fait pas. Mais en gros, je dirige l'agence d'un côté administratif et commercial. Je suis aussi le seul photographe attitré à temps plein de l'agence. On a un cadreur monteur, donc qui fait des vidéos, qui les monte, un chef monteur, donc lui qui fait que du montage. On a 2 chefs de projet, un créateur de contenu et enfin quand je dis créateur de contenu, c'est un rédacteur, photographe, cadreur, donc c'est un peu un profil couteau suisse qui est capable de faire un peu de tout. Une assistante de production et un graphiste qui est aussi directeur créatif. Alors ça fait un peu plus que 7 personnes, mais il y a aussi des gens qui travaillent à temps partiel. Mhm. Mais en gros, ça fait une dizaine de personnes, dont 7 salariés en fait. C'est surtout ça que je regarde. Dont 7 salariés à temps plein en fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la complexité aujourd'hui de proposer, alors on voit qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu, hein. On pense à Simon, à Justin, Simon Duguay, Justin Galland, etc. Euh, J'imagine que tu te considères pas dans cette catégorie-là. Vous êtes plutôt une agence à part entière et qui travaillait en prestation pour des marques, c'est plutôt ça. Mais quelle est la difficulté aujourd'hui de proposer du contenu de qualité dans un milieu où il y a de plus en plus justement de professionnels qui sont présents? En fait, je dirais oui et non, qu'on n'est pas sur le même, je sais plus quel terme tu as utilisé, mais qu'on n'est pas sur la même proposition de service parce Mhm. que, bon, Simon, par exemple, on a pas encore travaillé avec lui. Justin, ça a été un prestataire qu'on a fait travailler. Et en fait, au-delà de cette dizaine de personnes dont je te parlais tout à l'heure, on travaille avec une trentaine de prestataires chaque année. Et ça, c'est des personnes, des photographes, des cadreurs, des illustrateurs qu'on va faire travailler entre 10 et 50, 60 journées par an. Donc, Mhm. c'est des gens, en fait, qui sont indépendants dans la création de contenu, en trail ou ailleurs, et qu'on fait travailler ponctuellement. Donc, en fait, ils font plus ou moins partie de l'équipe, selon la quantité de travail qu'on leur donne. Mais voilà, c'est pas, si tu veux, c'est pas, pour moi, c'est pas agence ou indépendant parce que finalement, l'agence travaille aussi beaucoup avec des indépendants. Et justement, ces profils, comme Justin, comme Simon ou d'autres, on les fait intervenir ponctuellement sur des projets quand l'un ou l'autre a une valeur ajoutée par rapport à. En fait, on sélectionne les profils en fonction des projets. Mhm. Et je trouve que la complexité de proposer du contenu aujourd'hui, c'est effectivement qu'il y en a beaucoup
Je sais pas s'il y en a trop, mais il y en a beaucoup. Et c'est vrai que ça, je trouve très compliqué quand, oui, déjà je pense qu'il y a un petit conflit générationnel, mais quand tu arrives au bout de 8-10 ans où tu es installé dans un milieu, que les codes changent, parce qu'aujourd'hui, bah, strictement tout passe par Instagram ou d'autres supports équivalents, mais c'est beaucoup de réseaux sociaux, et ben t'es presque à te dire qu'en fait, t'es plus à la page et que même si attention, hein, j'ai que 33 ans, mais les codes changent hyper vite on aurait tendance à se dire mince, je suis sur les réseaux, je regarde ce que font les autres et pendant ce temps-là, moi j'ai rien fait. Donc si j'ai rien fait, c'est que je suis nul et que tout va s'arrêter. Mhm. Mais en fait, c'est que tout va tellement vite et le contenu est renouvelé chaque jour que bah, moi, ce que j'ai appris, c'est essentiellement de ne pas regarder ce que font les autres. Ou alors de regarder bah, les gens que ça me fait plaisir de suivre, Qui t'inspire? qui proposent un contenu qui m'intéresse, qui m'inspire aussi. Mais c'est vrai que ça peut être tentant de tomber dans le scroll d'un feed Instagram et d'être là à se dire mince, en fait, tous les autres ils font mieux que moi et puis finalement, ce que je fais, c'est nul. Alors qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde, pour raconter des histoires, et surtout, on se rend compte enfin, en tout cas, moi, je me rends compte dans la gestion d'une agence que la quantité de clients qu'on a et la qualité du boulot qu'on fait, elle n'est pas liée au nombre de likes qu'on peut avoir sur Instagram. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai appris des dernières années, et c'est ce à quoi j'essaye de me tenir aussi, de pas tomber là-dessus, alors de regarder ce qu'on disait, de regarder ce que font les autres de façon bienveillante et pour s'en inspirer, mais jamais pour copier et pour se comparer en fait, parce que ça sert à rien. Et puis ce qui est complexe aussi, c'est d'arriver à gérer beaucoup de projets à la fois, comme on le fait, parce qu'une année, chez nous, une année, c'est entre 100 et 150 projets. Donc ça veut dire au moins 2 ou 3 projets différents chaque semaine, voire plus. Et ça, bah, c'est beaucoup de rigueur, c'est beaucoup d'organisation. Et c'est vrai que c'est ce qui nous différencie de freelance qui, eux, vont commencer un projet, le terminer, en attaquer un autre, peut-être en avoir 2 en parallèle, mais jamais plus en fait. Alors que des fois, Mhm. nous, il y en a 8 ou 10 en même temps, quoi. Est-ce que tu te serais imaginé en 2009 ou voire en 2015 avoir une telle accélération pour peigner vertical? Quel est le bilan, on va dire, un peu plus de 10 ans après la création du blog, de l'évolution de peigner vertical? Bah non, ça serait mentir que de te dire que je pensais en arriver là. Et puis, de toute façon, j'ai jamais eu d'objectif. Mhm. Je me suis jamais dit je veux qu'on soit à 10 ou je veux qu'on fasse tant de chiffre d'affaires. Tout ça, ça m'intéresse pas vraiment. En fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir des projets qui soient intéressants, de bosser avec des gens qui sont cool, que ce soit les gens qu'on fait bosser ou non d'ailleurs, et d'arriver à sortir des projets dont on est fier, dont on est content. Donc, non, je pensais pas sincèrement en arriver là. Maintenant, bah, l'histoire, elle s'écrit toute seule. Alors, de temps en temps, on la guide un peu et puis on essaye de la modérer d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, elle suit son cours et c'est plutôt une belle histoire. Et j'essaye de pas trop y penser plus que ça, même si, bah, forcément, plus ça grossit et moins on perd un peu cette spontanéité et cette audace que tu peux avoir quand t'es tout seul ou à deux, versus une boîte avec 8 personnes où il faut assurer quand même du revenu parce que tout le monde doit être à la fin du mois. Bien sûr. Quel est, si tu devais en sélectionner un ou deux, ton meilleur souvenir dans le cadre de peigner vertical, le plus beau projet, celui qui t'a fait le plus grandir, celui qui donné le plus de satisfaction? Bah, c'est-à-dire que nous, on a une activité qui sur les dernières années a été très centrée autour de l'UTMB, qui a été un gros accélérateur de la vie de l'agence et de la taille de l'agence. Donc forcément, j'ai des souvenirs qui sont un peu liés à cet événement-là, et c'est cet événement qui nous a fait grandir parce que bah, c'est un événement que j'ai couru déjà entre 2010 et 2014. En 2015, j'étais tout seul pour le couvrir, enfin, sous l'étiquette panier vertical.
Et puis cette année, on était quasiment 30 personnes. Donc Ouais. c'est sûr que c'est un endroit où on a beaucoup appris. Chamonix, on y va souvent. Et en 6 ans, faire x30, c'est sûr que c'est beaucoup. Et en fait, j'ai un souvenir qui ressort parce que 2017, c'est la première année où on a mis en place une vraie grosse équipe. On était une dizaine ou une douzaine de mémoire. Et je me souviens très très bien de cette ligne d'arrivée avec les 6 premiers qui sont arrivés en une demi-heure. Il y avait, pas forcément dans le bon ordre, mais il y avait François Den, Kylian Jornet, le 3, ça devait être, je sais plus qui fait 3, mais il y avait Xavier, Pocat, ils sont arrivés en une demi-heure. Jim Momsley qui s'était fait payer un verre de pinard par François Den, et tout ça, ça se passait à 2 mètres de nous dans la raquette d'arrivée. C'est un truc qu'on n'a jamais revu à Cham parce que Kylian n'est jamais revenu dans le même état de forme, et puis c'était unique, quoi. Tout le Mhm. monde en parle encore avec des frissons de cette édition, et c'est vrai que c'était un super souvenir. Et puis en 2017, d'ailleurs, juste après, 2017, juste après l'UTMB, Jim Momsley, je sais pas pourquoi, il lui a pris l'envie d'aller courir le Grand Raid de la Réunion. Mhm. Et du coup, Oka, en dernière minute, nous a appelé et nous a demandé de partir là-bas quasiment du jour au lendemain. Où il a explosé complètement. Et, et en fait, comme à la Réunion, personne ne le connaissait, il était tout seul, il n'avait même pas. En gros, on était un peu son cercle proche, quoi. Il y avait un ami à lui qui était là. Et puis on l'a récupéré, je sais plus où, vers Sans Souci, complètement boiteux, où il a abandonné. Et puis derrière, on a fait une soirée ensemble et c'était top. Ça a créé des super liens. Et c'était assez unique parce qu'en fait, le fait que ça soit à l'autre bout du monde, à La Réunion, c'était totalement différent de ce qu'on peut vivre à Chamonix, où les choses sont très cloisonnées. Mhm. Et, euh, et ça, c'était un super souvenir de trail pro. Si tu, à l'inverse, tu peux nous donner ton pire souvenir dans le cadre de Penny Vertical. Ouais, je sais pas si je vais trop en dire parce que y a peut-être des clients qui écoutent. Mais non, les pires souvenirs, honnêtement, on en a pas vraiment. On a fait des courses dans des conditions épouvantables, à shooter sous la pluie, sous la neige, et des traversées de massifs. On a notamment fait pas mal de choses il y a quelques années avec Stéphane Brognard, dans ses aventures diverses et variées. Et en fait, tout ce qui était le pire sur le terrain, c'est les trucs avec lesquels on parle avec pas mal d'enthousiasme dans les années qui suivent, parce que les mauvais souvenirs, ils se sont souvent transformés en belles aventures, et on s'est retrouvé avec des vides de bagnoles pétées, on s'est fait voler 2 sacs remplis de matos à Majorque pendant un rassemblement avec Oka, mais en fait, c'est toutes ces péripéties-là, c'est les seules dont on se souviendra quelques années après et qui nous font encore marrer, quoi. Quelle est ta vision, votre vision pour Penny Vertical dans les, on va dire, dans les 5-10 années à venir? Est-ce que vous avez un... Je sais pas, tu dirais quoi, toi? Moi? J'espère pour vous que l'agence va encore grandir. Mais comme tu le disais, est-ce que c'est pas aussi lié à l'évolution du trail running? Est-ce qu'on n'a pas atteint un plateau? Et puis surtout, est-ce que vous avez l'intention alors je pense que tu disais tout à l'heure, vous faites pas que du trail, vous faites autre chose, mais déjà, quelle est la proportion entre le trail et le reste chez Penny Vertical? Et est-ce que vous avez l'intention aussi de vous diversifier encore plus? Ouais, en fait, avant, c'est surtout ça que j'allais répondre à ta question, c'est que avant, le trail était quasiment toute notre activité, et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Surtout parce qu'à titre perso, j'ai beaucoup couru et que ça te permet de rencontrer les bonnes personnes, d'être aux bons endroits. Maintenant, déjà, je fais moins de courses parce que j'ai moins de temps. Et puis, je suis pas sûr que j'ai envie qu'on soit 15 personnes dans 5 ans parce que ça fait quand même des petites nuits. Non, ce que je vois de plus, enfin, c'est des objectifs un peu plus larges, c'est d'essayer de s'impliquer dans ce sport-là et d'avoir alors de façon tout à fait modeste, mais d'avoir un rôle à jouer dans ce sport-là, que ce soit au niveau des courses, des athlètes, d'être une structure qui compte un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être 4-5 boîtes équivalentes à la nôtre en France, et en tout cas, on a une notoriété qui commence à être intéressante.
la proportion du trail dans notre boulot aujourd'hui, c'est peut-être 20 à 30%. Le vélo a pris beaucoup de place récemment D'accord. parce que c'est un sport qui monte et c'est des univers qui sont liés. Et il y a eu un tel boom du vélo après le Covid que forcément ça a grandi. En tout cas, nous, on essaye aussi, en grandissant, forcément, ça t'ouvre plus de portes, t'as un petit peu plus de moyens, tu peux faire plus de choses. On essaye de s'impliquer aussi auprès des athlètes. Aujourd'hui, on est devenu sponsor d'Audrey Tanguy, une athlète avec qui on a des super rapports et à qui on offre une prestation de conseil, d'accompagnement en images, un petit peu dans la gestion de ses réseaux sociaux, et tout au long de la saison. Donc c'est aussi là-dedans que j'entends avoir un rôle dans le sport. Et puis plus largement, au-delà du trail, on essaye de rester à notre modeste niveau une référence de sport outdoor, parce qu'on ne fait ni de haute montagne, alpinisme, escalade, etc. Ça, on en fait très peu parce qu'on n'a pas la compétence. Mhm. Mais en tout cas, sur les sports, on va dire, sur le plancher des vaches, type trail, VTT, vélo de route, ski de rando, tout ça, on continue à se développer et puis à se faire plaisir, tout simplement. L'objectif à 2 ans, à 10 ans ou à 20 ans, c'est de continuer à se faire plaisir dans ce qu'on crée, et c'est bien ça le plus important. Parce qu'après, toujours plus gros, toujours plus grand, c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, tu as toujours un peu des objectifs, mais le but, et moi, mon envie, c'est aussi avant tout d'assurer aux gens avec qui je bosse des belles conditions de boulot, de se faire plaisir dans le boulot, et pas forcément d'en faire toujours plus, quoi. Tu disais que tu avais envie d'avoir plus de responsabilités dans le milieu du trail. Est-ce que ouais, tu en as parlé un petit peu avec Audrey Tanguy, mais est-ce que tu peux préciser un petit peu cet aspect-là? Par quel moyen tu aimerais avoir plus de responsabilités, plus d'impact? En plus de responsabilité, je pense pas, c'était peut-être mal exprimé, plus de poids, en tout cas, Mhm. c'est via le boulot qu'on peut faire sur les événements et autres. En tout cas, tu parlais d'Alexis tout à l'heure, c'est une des références dans le milieu du trail parce que ses images ont beaucoup circulé, il est très connu là-dedans. C'est plus là-dedans de jouer un rôle, en fait, au niveau des images qu'on produit et de ce qu'on véhicule. Et après, si on peut accompagner des athlètes pour réaliser leurs projets, c'est encore mieux. Si on peut aider certains événements à grossir ou à améliorer leur com par les images qu'on propose, c'est parfait. Et c'est vraiment là-dedans que je veux m'inscrire. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour Penny Vertical? C'est ce que je disais, de continuer à faire des projets de qualité et à se faire plaisir dans ce qu'on fait. Si un jour on est à se demander ce qu'on fait là, c'est qu'il y aurait eu un problème quelque part et que je me serais trompé. Aujourd'hui, je pense on est passionné du milieu dans lequel on le bosse, de ce qu'on produit, et ça c'est essentiel d'aller parce que ça reste de l'extérieur. Les gens ont l'impression qu'on passe notre temps à se promener et qu'on est toujours dehors, mais ça reste un métier comme un autre, si ce n'est qu'il est un peu différent, et c'est ça que je veux garder, c'est d'arriver à faire du moindre petit projet, de la moindre journée de boulot, un truc qui sorte un petit peu du commun. Donc Mhm. ça, c'est ce que j'aimerais conserver. Et puis sur les dernières années, j'ai aussi essayé de faire de cette agence quelque chose d'un petit peu différent, dans le sens où on a proposé des contenus différents, et on a proposé aussi des façons de vivre en interne dans l'équipe différente. Il y a un an, on est parti faire le tour du Mont Blanc en équipe sur le tracé de l'UTMB. On a tous couru en relais, passé 4 jours ensemble. Il y a 2 ans, on avait fait une super année 2019, et puis en novembre, on est parti. À l'époque, on était 3, on est parti faire un team building pendant 15 jours au Népal. On est allé voir l'Everest parce que nous, ça nous inspirait d'aller faire ça. L'année d'avant, on était parti en camping-car pendant une semaine en Écosse. C'est ça aussi, l'agence Payée Verticale, et c'est ça que je veux continuer à vivre, d'avoir un boulot qui soit différent, mais de la bonne façon. Cool.
On peut passer, si tu veux bien, sur ta pratique du trail. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit Ouais, peu on n'a quand... pas beaucoup parlé de trail, Ouais, c'est c'est vrai. vrai. On a parlé de peignée verticale, hein, c'était le but aussi initialement. Oui, c'est Euh, ça. est-ce que... J'espère que ça va intéresser du monde, mais Mais oui. c'est vrai qu'on Est-ce n'a que pas tu beaucoup peux parlé de course à nous... pied. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta pratique du trail, déjà quand tu as rencontré cette discipline, et puis nous donner un petit peu les moments marquants de ta pratique jusqu'à présent. Ouais, alors on s'est rencontrés en école un lendemain de soirée avec la course à pied. Non, quand t'es ado, la course à pied c'est quand même pas le truc qui te passionne en général, mais j'aimais bien faire des tours de stade. Enfin, je préférais faire la séance d'endurance que les 500 mètres au lycée en tout cas. Après, j'ai pas mal couru en fait en école du côté de la Bastille à Grenoble. C'était la petite bosse du coin qui permettait de faire 200-300 mètres de dénivelé. Et en fait, à Grenoble, tu es quand même au milieu d'un bassin de montagne qui est super. Et parce que tu as Vercors, Chartreuse et Beldon juste à côté. Et en fait, à l'école, on débordait quand même pas d'heures en termes d'emploi du temps. Donc, je suis allé voir un petit peu ce qui se passait autour. Et puis, progressivement, ça m'a bien plu. J'en ai fait de plus en plus. Après, et puis tout de suite, ça m'a intéressé de faire long et de faire dur. Déjà, peut-être, je vais pas mentir, parce que c'était à la mode. Et puis, parce que c'était là-dedans que j'étais le moins mauvais. Parce que je courais pas très vite. Donc, j'ai fait le Trail des Aiguilles Rouges en 2009. C'est une course qui existe toujours. À Ça Chamonix. faisait 50 bornes, et puis ouais, Chamonix, ça s'était bien passé. Et du coup, comme je n'ai pas fait dans la demi-mesure l'année d'après, je me suis inscrit à la CCC. Bon, à l'époque, il fallait pas de points, ça n'existait même pas. Et puis après, ça s'est enchaîné. En 2011, j'ai fait le tour du Vercors en solo, mais enfin découpé en plusieurs étapes et avec une petite assistance. Mais j'ai fait le premier record, existe toujours plus ou moins, parce que je pense que personne n'a répété le parcours. Donc ça faisait 350 bornes sur 7 jours. Et puis après, j'ai au moins fait un ou deux ultras par an en sélectionnant les courses qui me faisaient plaisir sans me mettre la pression. Mais c'est vrai que je me fais aujourd'hui plaisir dans les courses entre 80 et 120 bornes. C'est là où j'en ai fait le plus. Et ça m'a permis de voyager, ça m'a permis de découvrir des massifs, et j'ai encore plein d'idées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un tout petit peu moins dans la recherche de dossards parce que j'en ai jamais fait beaucoup et que un ou deux par an, ça suffit. Mais j'ai aussi mis en place plein de petits projets off au fil des années. Et puis en fait, j'en fais encore souvent. Ça m'arrive de partir 6 8 10 heures dans les Aravis, dans les Vosges ou autour d'Annecy et ça me va très bien comme ça. Est-ce que tu peux nous donner ton moment extraordinaire, c'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique. Est-ce que tu as ça en magasin? Ah ouais, j'en ai plein. Les plus atypiques, c'est vrai que je suis assez connu par mes potes pour tracer des parcours sur les cartes et dire on verra, ça devrait passer. Et puis ça se termine souvent ça se termine souvent à quatre pattes. Du coup, des moments comme ça, j'en ai plein. Je me souviens en 2015 ou 16, je suis allé courir à Glencoe en Écosse, qui est une super belle course. Et avant ça, en fait, comme Glencoe, c'est une course qui est hyper technique et hyper engagée, je m'étais dit, bah, tu vois, je vais aller faire un bout de traversée des Aravis sans spécialement regarder la carte. Puis je me suis retrouvé j'ai dû faire 30 bornes en 6 heures ou 7 heures. Et puis être pendu dans les rochers, là-bas au-dessus des combes des Aravis, tout seul évidemment, avec les gypaètes qui te tournent autour de la tête. C'est des super ambiances, c'est des super souvenirs. Bon, sur le moment, tu te dis, bon, faut pas que ça merde parce que sinon ça peut mal se passer, quoi. Et est-ce que tu peux nous donner ton pire souvenir de trail? Bah, les pires, je pense que je les ai vécus en course en fait. Ouais. Je trouve que c'est tellement dur les courses parce qu'on est toujours à fond et surtout si j'en fais encore, c'est parce que c'est les seuls moments où vraiment je vais me surpasser et me faire hyper mal. Je sais pas pourquoi on a tous besoin de ça, on est tous en recherche de ça, mais en tout cas, j'ai fait 70 bornes à l'UTMB en 2013 avec des crampes, les 70 dernières. Donc ça, je le souhaite à personne, hein, c'est pas un super bon souvenir.
J'ai fait à peu près pareil, mais avec seulement 50 bornes à la CCC 3 ans avant. Et il m'a fallu à peu près 8-10 ans pour trouver le remède pour avoir moins de crampes. Donc ça c'est cool, ça a fini par passer. Mais ouais, ça m'a quand même foiré un paquet de courses et pas foiré parce que j'en ai jamais abandonné une seule, ça c'est ma petite fierté trail, mais ça m'a gâché le plaisir sur pas mal de parcours. Et le petit secret pour les crampes, j'en ai pas vraiment en fait, c'est juste que je fais avant, j'ai grandi à l'époque de la compression, que j'ai progressivement banni parce que je soupçonnais la compression de me filer des crampes. Euh, ça va hérisser les poils de pas mal de marques qui peuvent écouter, mais c'est comme ça. Et puis surtout, j'ai fini par ne boire que de l'eau, un peu de sels minéraux de temps en temps, et surtout, j'ai appris que quand un trail fait 100 bornes, ça sert à rien de courir à fond sur les 50 premiers, qu'il vaut mieux garder un petit peu de force pour la fin. Et en général, ça évite bien les mésaventures. C'est un léger détail. Oui, oui, ça peut servir, hein. Je dis ça, si jamais quelqu'un écoute, ça peut. Prenez le conseil, c'est pas totalement débile. C'est clair. Timothée, comment tu vois l'évolution de la communauté trail ces dernières années, là, on va dire ces dernières 5 années, et notamment avec l'arrivée des, euh, des championnats fermés, privés, etc. Toi, tu te positionnes comment? Je pense que enfin, je pense que c'est une bonne chose déjà, une bonne chose pour les athlètes, pour les organisateurs. En fait, c'est une bonne chose pour l'économie de ce sport-là, parce qu'il y a des gens qui s'investissent depuis des années et que ils ont enfin un peu de retour et ils peuvent aussi gagner leur vie grâce à ce sport-là. Après, comme tout sport qui grossit et qui se professionnalise, il faut faire attention aux dérives. Ça me fait toujours sourire la phrase, l'expression esprit trail, quand tout le monde dit on a perdu l'esprit trail. Mais bon, il y a quand même un peu de vrai parce que aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Il y a ces circuits fermés dont tu parles. Il y a aussi le merveilleux monde des influenceurs, donc où le but est de mener des partenariats plus ou moins juteux et plus ou moins cohérents avec les marques. C'est vrai que les marques partent un peu tous azimuts avec plein de profils dans l'idée de toucher le maximum de monde possible, mais c'est pas toujours fait de manière hyper pertinente, Mhm. en tout cas à mon sens. Et on a perdu un petit peu d'âme. Alors, mais c'est aussi, enfin, je pense que c'est le cas dans tous les domaines, et c'est dû aussi à la manière de fonctionner sur les réseaux sociaux. Je trouve que le Covid a fait du bien finalement parce qu'il y a plein de gens qui se sont recentrés sur des projets perso, des traversées, des belles choses. Qu'à ce moment-là, on a vu sortir vraiment des beaux projets qu'on avait un petit peu oubliés les années d'avant. Et on avait un petit peu oublié ce que c'était d'évoluer en montagne et de proposer des choses novatrices. Et ça a fait du bien. Et pour ce qui est des circuits fermés, je pense que on le sait depuis des années, il y a eu des circuits qui se sont multipliés. Là, je trouve que les choses depuis 2 ans, 3 ans sont en train de vraiment s'accélérer et elles se structurent. Que Salomon et Oka sont en train de se tailler la part du gâteau avec les Golden Trail et les World Series UTMB. Mais ça, en fait, ça n'est qu'une petite partie de l'iceberg. Et il y a aussi toutes les courses de village, tout ce qui fait le trail. En fait, Mhm. c'est un peu comme si on comparait ça au foot et qu'on disait il y a la Ligue des Champions et la Ligue 1. Mais en fait, sans tous les clubs amateurs, sans la Coupe de France, sans la Ligue 2 et les différents championnats, le reste, ça n'existerait pas. C'est clair. Donc, il faut pas oublier ça. Et ces événements dont tu parles, ça reste pour moi uniquement des vitrines et des trucs élitistes. Le reste, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est ce qui fait le socle de la discipline et j'espère que ça va continuer à exister. Ouais, c'est ce qui fait aussi la force du trail, c'est qu'on a la possibilité d'avoir un peu tout, dans nos disciplines, c'est-à-dire participer à des événements différents, que ce soit des grandes messes ou des petits trails locaux, et ça, il faudrait qu'on le conserve le plus longtemps possible. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Et puis il faut pas oublier que et ça c'est un peu en train de disparaître, mine de rien, que le truc génial en trail, c'est que on pouvait
Moi-même, j'en ai fait plusieurs manches de l'Ultra Trail World Tour, par exemple. On pouvait participer à une course de renommée mondiale et prendre le départ en même temps que les meilleurs mondiaux. Et ça, c'était quand même assez extraordinaire. Alors maintenant, avec des systèmes de vagues et tout, ça tend un petit peu à disparaître. Mais il n'empêche que sur le papier, n'importe qui pouvait gagner la course, quoi. Maintenant, ça devient un peu différent, même si les athlètes sur leurs courses de préparation et autres sont sur plein d'événements un peu plus confidentiels. Mais ça, il faut faire attention à pas le perdre parce que c'est aussi, je pense, ce qui a fait le succès de ce sport et c'est assez unique. Hein. Il y a pas, enfin, jusqu'à preuve du contraire, on peut pas prendre le départ du Tour de France avec le futur vainqueur, quoi. C'est clair, c'est clair. On espère que ça durera le plus longtemps possible, mais voilà, effectivement, on sent quand même qu'il y a une tendance à séparer un peu les deux mondes pour moi. Euh, Est-ce que tu as un sujet à Ouais, évoquer? Vas-y, vas-y. c'est certain et probablement, c'est probablement inéluctable. Mais comme tu dis, j'espère que les athlètes se battront un petit peu contre ça parce que ils sont entre guillemets venus du peuple, donc ça serait bien de pas l'oublier, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Timothée, est-ce que tu as un sujet à évoquer dont on n'aurait pas parlé? Ben, on n'a pas parlé de Covid, ça c'est cool, ça fait du bien. Mhm. C'est volontaire, c'est Je volontaire. te remercie de pas. Ouais, c'est très bien. Je pense on a évoqué beaucoup de choses. On a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, effectivement. C'est difficile de prendre du recul sur sa propre activité et tout ce qu'on a construit quand ça va aussi vite, parce que finalement, ça bouge quand même très très vite, en tout cas de mon côté. Et, euh, et en tout cas, enfin, le message que je voudrais faire passer, c'est que moi, je suis avant tout quand même quelqu'un qui aime la montagne. Tu m'en as pas trop parlé d'ailleurs, mais pour moi, l'essence même de ce métier, et bon, alors, pas se mentir, il y a une partie économique maintenant, et quand on fait vivre 7 ou 8 personnes, il y a quand même une logique et une responsabilité du chef d'entreprise. Et d'ailleurs, un de mes plus grands plaisirs, c'est de faire vivre des gens. Mhm. Et simplement, je voudrais finir en disant que la montagne, pour moi, c'est une excuse pour travailler et vice-versa. Et là, le travailler est une excuse pour aller en montagne. Et que je mesure la chance infinie que j'ai de pouvoir faire ça. Et en fait, pour moi, d'aller en montagne, c'est au-delà de faire des belles images, c'est aussi trouver un petit espace de liberté qui est de plus en plus difficile à avoir. Alors encore plus sur les 2 dernières années, la montagne, ça a vraiment été un refuge d'aller faire des trucs. Vraiment, enfin, on peut déconnecter, il y a de compte à rendre à personne, il y a pas de masque, il y a pas de règles, il y a rien de tout ça. Et c'est aussi une manière de renouveler mes idées. Chaque fois que je vais courir, faire du vélo ou autre, j'ai plein de trucs qui germent dans mon esprit. J'ai plein d'idées qui sortent dans un appart ou même dans une grande ville à aller prendre l'air parce que franchement, ce qui se passe en nature, c'est jamais du temps perdu. Et au-delà de ça, quand je suis pas tout seul, parce que je suis souvent tout seul, parce que c'est difficile de caler des horaires, mais je dirais qu'en montagne, c'est aussi là où je passe le plus de temps avec des potes et qu'on vit des trucs assez forts, que ce soit des potes ou des collègues d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'y vais. Et voilà, si tu veux rajouter quelque chose, je sais pas, mais pour moi, ça sera le mot de la fin. Non, non, mais très bien. Impeccable. Merci beaucoup, Timothée. Effectivement, on a parlé de beaucoup de choses. On n'a peut-être pas assez creusé certains sujets, comme effectivement ta position de chef d'entreprise qui doit être un peu compliquée, mais aussi qui doit te rendre tellement fier. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir été transparent sur tous ces différents sujets. Est-ce que tu pourrais me conseiller un invité ou une invitée pour le podcast? J'avais pensé, bon, il faut que ce soit quelqu'un qui fasse du trail. Euh, J'avais pensé, moi, je suis depuis quelque temps une jeune coureuse qui s'appelle Lucille Germain, qui je Ouais. trouve a une personnalité très fraîche et très intéressante dans ce milieu-là. Et écoute, si tu l'invites et qu'elle répond favorablement à ton invitation, je me ferai un plaisir de l'écouter. Super, eh bien c'est noté. On passe juste pour terminer aux questions rapides. C'est les questions avec des réponses courtes et sans arguments. Est-ce que tu es prêt? Ok, vas-y. Plat favori après la course. Les pattes. Boisson favorite après la course. Ah,
Un bon Orangina. Gel, tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux? Bah, les deux. Fait maison ou industriel? J'avoue, industriel. Je regarde un petit peu ce qui est moins mauvais, mais j'ai pas la patience de faire mes propres trucs. Tu préfères les grosses rafales de vent ou une grosse averse de pluie? Oh, voilà, c'est la peste ou le choléra. J'aime C'est aucun ça, des deux. Je préfère encore quand il neige. d'accord. Tu préfères les racines ou le verglas? Clairement, les racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour? Forcément de jour parce qu'on a plus l'occasion de courir de jour, mais de nuit, franchement, je prends un super plaisir et je me suis fait quelques soirées de confinement avec des longues heures à la frontale et j'en garde un super souvenir. C'est clair. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou bruit de la nature? Et ben les trois, mon colonel, parce que bah, je fais un peu des trois et quand j'en ai marre de l'un, je vais vers l'autre et ça dépend des heures du jour, ça dépend de plein de choses, mais des fois ça m'arrive de partir sans musique, des fois avec et j'ai pas de règles là-dessus. On est pareil là-dessus. Dernière question, tu préfères filmer ou courir? Ah, la question piège. Eh oui, Non, je crois que je préfère courir. tu préfères courir. Timothée, merci énormément pour le temps que tu nous as Enfin, ça accordé. dépend ça dépend Vas-y. dans quelles conditions. Il y a des fois où je suis en train de filmer et je me dis, oh là, j'aimerais pas du tout être en train de courir. Et il y a des fois où je suis en train de courir et je me dis, tiens, là, aujourd'hui, pas le goût, j'irais bien tenir une caméra. Tu vois. D'accord, ça marche. Mais j'ai fait des UTMB où les mecs sont rincés jusqu'à l'os. Bon, franchement, pour rien au monde, j'y allais. Ouais. T'es bien derrière la caméra parfois. C'est ça. Timothée, merci beaucoup. On a passé un super moment et puis je te souhaite une bonne continuation avec tes équipes sur Penny Vertical et puis plein de bonnes choses pour toi et pour vous. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas, et puis bonne continuation à toi. Et je te souhaite plein de beaux invités en 2022. Merci beaucoup. Salut Timothée. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Timothée Nallet et je le remercie une nouvelle fois du temps qu'il nous a accordé. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try le podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf ou alors intégrer la tribu des Patreons sur Strava. Rendez-vous également sur patreon.com/Let's Try le podcast si vous souhaitez intégrer la communauté. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try podcast et d'ici là n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut.